Werdenberg, je travaille depuis 25 ans dans le secteur énergie, infrastructure. Et quand nous avons pensé à organiser cette conférence, le point de départ, c'est qu'on se disait, dans la presse, on parle des règlements climatiques maintenant tous les jours, on parle transition énergétique tous les jours, on parle d'un certain nombre de mesures d'économie d'énergie, on parle de diverses actions qui sont possibles au niveau individuel, mais aussi au niveau des entreprises, des personnes morales, tous les acteurs. Et finalement, on se rend compte que personne n'est forcément exactement capable de savoir quelles mesures prendre, comment s'organiser, comment structurer ces actions. Et alors, cette réflexion est devenue, je dirais même un peu plus d'actualité, puisque certaines études récentes, et notamment une étude de l'ONG mondiale CDP, préparée par Oliver Wyman, a mis en évidence, c'est une étude qui a été publiée mi-février, que sur un panel de 75% des entreprises représentant le marché boursier européen, seuls 5% des entreprises européennes avaient mis en place des plans et des programmes pour s'organiser et structurer leurs actions en matière de transition énergétique. 5%, c'est assez faible, c'est même assez inquiétant, parce qu'en France, on est à 2%. Il n'y a que 2% des entreprises qui réellement se sont structurées avec une démarche qui prendrait en compte les objectifs de l'accord de Paris en matière d'émissions de CO2 et en matière de gestion logistique et d'objectifs liés à sa consommation et à leur chaîne d'approvisionnement. Alors, une fois qu'on a dit ça, pourquoi ça pose problème et pourquoi on peut se poser la question en dehors de, de sa propre volonté éventuellement de bien faire pour la planète? C'est assez simple, c'est que les entreprises, on va en parler aujourd'hui, vont être soumises à toute une série de règles, notamment la législation européenne CSRD, avec des exigences très fortes pour elles de publier des résultats et de suivre leur activité et leur plan en matière de transition énergétique. Donc c'est pour ça que ça nous semblait aujourd'hui très important de pouvoir discuter de ces sujets pour savoir comment préparer les entreprises, comment préparer les équipes de ces entreprises pour mettre en place ces plans qui vont être obligatoires et sur lesquels les entreprises vont être jugées. Jugées par rapport à des textes, mais on ne peut pas aussi éviter de dire que la notoriété, l'impact réputationnel pour les entreprises risque de dépasser largement le cadre de la norme juridique. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous deux personnes pour discuter de ces sujets. D'abord, je voudrais présenter Camille Leca. Camille dirige l'activité finance durable et ESG du groupe Euronext. Elle a œuvré pendant plusieurs années avant de prendre ces fonctions-là en matière de listing, dirigeant l'activité listing d'Euronext pour la France, l'Espagne et le Portugal notamment. Je voulais aussi accueillir Ahmed Genaoui, qui est ancien fonctionnaire à Bercy, qui est aussi ancien cadre dirigeant du groupe Engie. Et Ahmed a choisi de devenir entrepreneur actif dans la transition énergétique après un parcours dans le secteur de l'énergie notamment. Et il est très actif dans le secteur de la transition énergétique à deux titres au moins. D'abord en tant que conseiller en stratégie et formateur avec Nautilus Énergie, mais aussi en tant qu'investisseur avec une entité qui s'appelle Tipasa Partners. Alors, on a essayé d'organiser les choses aujourd'hui de telle sorte que ce soit dynamique, mais aussi de telle sorte qu'on puisse laisser la place, le maximum de place à vos questions. Parce qu'il y a beaucoup de sujets peut-être à couvrir. Mais sans plus tarder, je voulais d'abord poser une première question, qui est peut-être plus pour toi, Ahmed, qui est une question de diagnostic. C'est-à-dire qu'on a vu défiler beaucoup de rapports du GIEC, on a tous conscience d'une problématique de dérèglement climatique, mais sans devenir expert, qu'est-ce qu'il faut comprendre du dérèglement climatique et de son impact pour nos entreprises?
Euh, ouais, je vais essayer de parler sans micro, mais comme j'ai la voix un peu cassée, euh, super. Non, ça marche pas. Vas-y. Allô, super. Donc, effectivement, comme tu le dis, Boris, on a beaucoup d'échos dans la presse des rapports du GIEC et notamment du rapport du premier groupe de travail, qui est celui qui s'attache aux évolutions de l'environnement du fait du dérèglement climatique et qui suit aussi les émissions de gaz à effet de serre. On a des éléments physiques qu'on connaît tous et dont on commence aussi à faire l'expérience. Le réchauffement au sens littéral du terme, hein, le réchauffement des températures, avec les assèchements et les sécheresses qui sont liés. On a d'autres éléments qui sont en fait le changement du régime des vents et des précipitations et du cycle de l'eau, qui est lié aussi en fait à ce dérèglement climatique qui se traduit très concrètement dans nos vies au quotidien dans certaines régions du monde, mais aussi pour les entreprises sur des façons d'opérer pour les entreprises qui étaient en particulier très exposées au cycle de l'eau. On a aussi des phénomènes dont on ne mesure pas encore exactement l'impact, mais qu'on commence à observer, qui sont ceux de la perte et de l'appauvrissement de la biodiversité, des impacts qu'on anticipe en particulier pour le monde agricole. Donc, la problématique du dérèglement, c'est alors déjà comprendre que la science du climat, c'est une science extrêmement complexe et que le travail régulier du GIEC, il consiste à mettre à jour une série de phénomènes sans à la fois connaître la dynamique à long terme de ces phénomènes et les effets composés entre ces phénomènes. En tout cas, ce qui est sûr, je dirais, si je devais faire un bilan un peu plus opérationnel pour nous, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on ressent les effets de ce dérèglement, on le ressent physiquement, les entreprises aussi le ressentent. Elles le ressentent quand elles ont une usine qui, parlons de TEF, puisque j'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui a été dans ce groupe. Une centrale nucléaire a besoin d'eau fraîche si l'étiage des rivières, du fait du dérèglement climatique, ça nuise, du coup, on a un problème opérationnel. Les entreprises qui ont des chaînes de valeur internationales peuvent être très exposées sur certains de leurs segments du fait de l'indisponibilité des fournisseurs qui eux-mêmes subissent des effets de ces dérèglements. Et je dirais également un point qui est important à comprendre, c'est qu'on est entré durablement dans ce dérèglement. Ce que je veux dire par là, c'est que ce dont on fait l'expérience aujourd'hui, en réalité, ce n'est pas l'effet des émissions qui ont été produites il y a 6 mois, c'est l'effet des émissions qui ont été produites pendant les 30 dernières années. Donc, un sujet qui est important à avoir en tête, c'est qu'on ne va pas, même avec toute la meilleure volonté du monde, mettre les choses en état et en l'ordre en un claquement de doigts et on est entré durablement dans un régime de dérèglement. Une statistique assez intéressante qui est justement dans les travaux du GIEC, qui nous dit que même si on commençait aujourd'hui à faire tout ce qu'il fallait pour tenir la trajectoire à laquelle on s'est engagé avec l'accord de Paris, on commencerait à en ressentir les premiers effets positifs que, dans le meilleur des cas, que dans 20 ans. Voilà. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ne serait-ce que du point de vue du régime des risques, ce sujet du dérèglement climatique, aujourd'hui, nous concerne tous. Un autre point qui est important et qui a émergé aussi dernièrement et qui a été peut-être un peu l'angle mort de la réflexion pendant plusieurs années, c'est le sujet des ressources. Alors, j'en ai parlé brièvement en mentionnant les ressources aquatiques. Beaucoup d'entreprises sont dépendantes du cycle de l'eau, mais il y a également des ressources stratégiques qui sont celles indispensables en fait pour réussir la transition énergétique. On a tous des exemples en tête. Hein. On parlait du cobalt, du lithium, des terres rares. Et ces ressources, en fait, d'une certaine manière, elles rebattent les cartes dans la géopolitique des ressources naturelles, puisqu'on va avoir des pays extrêmement bien dotés, qui ne sont pas forcément des pays avec lesquels on a les relations commerciales les plus stables et les plus assurées.
Et on a des pays qui vont avoir des problématiques d'actifs échoués, qui reposent sur des ressources fossiles, par exemple, qui pourraient ne pas perdurer à long terme. Donc, ce sujet des ressources, en fait, il devient, de mon point de vue, aussi important dans la réflexion stratégique que celle des effets dus au dérèglement climatique. Et elle invite aussi, ce que je trouve très intéressant, à une réflexion sur la manière de gérer les activités économiques. Ce que je veux dire par là, c'est l'arrivée assez puissante, je trouve, des problématiques d'économie circulaire qui, à une certaine époque, étaient considérées comme une bonne action de la part de l'entreprise sans que ce soit stratégique, qui devient aujourd'hui un sujet central. Je peux vous donner un exemple tout bête sur ce sujet. Aujourd'hui, la seule manière pour l'Europe, d'après les estimations de la Commission européenne, la seule possibilité pour l'Europe d'être absolument autonome en termes de ressources sur les véhicules électriques, c'est de recycler toutes les batteries en permanence en circulation au niveau européen. Donc, un exemple très concret de cette économie circulaire. Du coup, pour le diagnostic, on l'a bien compris, on l'identifie, mais qu'est-ce qu'on peut tirer comme préconisation, qu'est-ce qu'on peut tirer comme solution pour les entreprises par rapport à ce que dit le GIEC, qui est aussi parfois, comme on vient de contester aussi, comme s'il était un peu dans la drama queen. Mais en fait, c'est son rôle d'alerter, on en est bien conscient, mais finalement, on a l'impression que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entre nous restent atones parce qu'on ne sait pas exactement quelles recommandations on doit tirer en fait de ce constat. Et c'est vrai que beaucoup d'entreprises avec qui on parle souvent se sentent perdues. Elles ne savent pas exactement quelle méthodologie mettre en place, tout simplement par où commencer. Alors, si le GIEC a une responsabilité, c'est ce qu'on peut lui reprocher, c'est de produire des rapports qui font 7000 pages et penser qu'on va tous le dimanche les feuilleter pour en tirer chacun une voie d'action personnelle. Donc, il y a peut-être un problème de branding, ça je suis d'accord. En revanche, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, la Bible du climat et des voies d'action, c'est le travail du GIEC. Cette institution a acquis en temps une forme d'autorité qui est devenue, de mon point de vue en tout cas, assez incontestable. Et surtout, il faut pas se méprendre sur ce que fait exactement le GIEC. Le GIEC, il conseille la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, qui est l'instance politique et qui se réunit tous les ans sous la forme des COP, des conférences des parties. Donc, la COP 27 en 2022, on en a entendu parler, la COP 28 à Dubaï, on en a aussi entendu parler. Et le GIEC, il compile tous les travaux disponibles qui ont de près ou de loin un lien avec cette problématique de dérèglement climatique. Il est organisé en 3 groupes de travail, 2 groupes qui sont plus focus sur les aspects climatiques, et un 3e groupe de travail qui est, de mon point de vue, le plus important, qui est celui des solutions et des remédiations. Et en fait, ce que fait le GIEC, et il ne faut pas se tromper sur le mandat qu'a le GIEC, c'est de regarder le problème du point de vue des sources d'émissions. Donc, le point d'entrée du GIEC dans le problème, ce n'est pas telle entreprise doit faire ça ou telle autre devrait faire ça. C'est plutôt de dire les secteurs qui aident, c'est la production d'énergie, l'industrie, les bâtiments, l'agriculture. Et pour chacun de ces secteurs, nous recommandons une série d'actions sur la base des milliers de travaux scientifiques que nous avons recensés ces dernières années. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand vous lisez, pas le rapport du 3e groupe de travail en entier, mais au moins les synthèses, on voit des choses extrêmement concrètes. Et en conclusion, l'idée portée par le GIEC est qu'aujourd'hui, on a toutes les technologies nécessaires, c'est-à-dire sans faire de pari sur les innovations dans les années à venir, pour réduire de 50% l'empreinte carbone d'ici à 2030. Donc tout est là et tout existe. C'est vrai qu'il y a une problématique de méthodologie et de déploiement des différentes ressources pour y arriver. Mais je veux dire, c'est écrit noir sur blanc. Hein, il suffit d'y avoir assez, de lire les synthèses
et on a exactement un équivalent de programme politique de ce qui est appliqué pour réduire l'empreinte carbone de l'activité économique. Au-delà de ça, il y a des choses très intéressantes dont produit le GIEC et qui, encore une fois, peut-être que ces éléments pourraient être un peu plus être mis en avant pour qu'ils soient plus accessibles au public, c'est des éléments de méthodologie. Ce que je veux dire par là, c'est que du point de vue du GIEC, la transition énergétique et écologique durable, elle ne consiste pas seulement à remplacer toutes les sources d'énergie fossiles par des sources d'énergie renouvelables. Le travail pour le faire beaucoup plus en profondeur, en fait, en réalité, c'est un travail qui s'applique à l'échelle internationale, à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle des entreprises. C'est de commencer par réfléchir aux besoins, puis à la manière de remplir ce besoin au point de vue énergétique, et en dernier lieu, de réfléchir à la source d'énergie. Et donc, du coup, c'est de commencer par la sobriété. La sobriété, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de faire ce qu'on sait, ce qu'on a en tête de faire. L'efficacité, maintenant que j'ai défini mon besoin, quelle est la solution énergétique que je vais utiliser. Et enfin, la substitution énergétique, c'est-à-dire passer à une source d'énergie bas carbone. Et ce travail-là, il est pertinent à l'échelle de l'entreprise, il est pertinent à l'échelle d'un État ou d'un continent, et il est pertinent à l'échelle internationale. Donc, la méthodologie, c'est en fait un diagnostic déjà de ses propres besoins en consommation énergétique, comment on y répond. Après, bon, ça peut dépasser même le cadre, cette sobriété de l'énergie stricto sensu, puisque d'autres éléments sans doute à prendre en compte dans cette transition énergétique, mais aussi vers la durabilité. Est-ce que justement, il existe des feuilles de route un peu types que des entreprises peuvent mettre en place? Pardon. En fait, ce qui est, encore une fois, ce qui est frustrant, c'est que tout est écrit, mais on n'arrive pas à l'exploiter. Ce qu'on n'arrive pas encore à voir, c'est que la transition est désormais planifiée et elle l'est depuis plusieurs années. Quand l'Union européenne prend des engagements au niveau international dans le cadre de la CNUCC, comme ça a été le cas dans l'accord de Paris, en disant je m'engage à tenir une trajectoire 1,5, ce qui se traduit pour moi en budget carbone d'ici à l'échéance qui vont se réduire progressivement, eh ben, cet engagement politique, il est traduit littéralement en réglementation. En réglementation sectorielle, évidemment, pour l'industrie, pour les bâtiments, pour le transport, pour l'agriculture. Et cette traduction au niveau européen est elle-même reprise au niveau de chaque État membre. Et en France, vous avez une notion dont vous avez certainement entendu parler, qui est la stratégie française énergie-climat. Cette stratégie, en fait, est une déclinaison locale des objectifs qui ont été assumés par l'Union européenne dans le cadre des négociations internationales climatiques. Et cette traduction concrète au niveau français, elle se trouve dans les textes qui sont accessibles à tous, qui sont en ligne, et dont vous avez encore une fois déjà entendu parler, qui sont la stratégie nationale bas carbone, la programmation pluriannuelle de l'énergie, le plan national d'action d'adaptation au changement climatique. Et dans ces textes-là, vous avez très très concrètement l'organisation progressive de l'activité économique française dans une démarche bas carbone. On a en fait tous les éléments qui ont été adoptés, qui sont identifiables, mais il y a peut-être un problème de communication par rapport à l'appropriation, à la capacité des individus, mais aussi des individus qui travaillent dans les entreprises et des entreprises, à s'approprier pour mettre en place. Est-ce que le problème ne vient pas de cette mise en place de la réglementation qui finalement est un petit peu un long processus où on attend des engagements internationaux, puis à notre niveau de l'Europe, puis au niveau national à une traduction, et enfin à une compréhension qui n'est peut-être pas forcément complètement bien faite, la manière finalement
n'est pas forcément capable d'extraire toute la société scientifique moelle des rapports du GIEC. Est-ce qu'on est en mesure de comprendre cette réglementation et comment elles se mettent en place finalement pour affecter les entreprises? Parce qu'elles sont nombreuses, mais finalement, elles ne sont peut-être pas assez connues que chacun s'y mette, en fait. C'est ça la problématique. Non? Ah, j'ai une question ouverte. Alors, j'ai juste trouvé une métaphore ce matin, on en parlait. Ça me fait penser à la grenouille qui est dans un bassin d'eau qu'on chauffe. Et en fait, la grenouille ne se rend pas compte que l'eau chauffe. Et à la fin, quand elle découvre que l'eau est trop chaude, elle meurt. En termes de physique, je crois que ça s'appelle un phénomène d'émergence. Et grosso modo, au niveau réglementaire, je pense que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a énormément de directives, de réglementations dans les différents paquets qui sont adoptés au fur et à mesure. Le Green Deal européen, Fit for 55, REPowerEU, tous ces textes, tous ces paquets-là mettent en place, actualisent très régulièrement des réglementations qui vont soit imposer des objectifs de réduction, imposer des objectifs d'efficacité, imposer des normes sur les équipements, imposer des obligations de communication, du labeling par exemple, ou de la transparence sur des investissements ou sur des activités d'entreprise. Et quand on prend une norme toute seule de manière complètement décontextualisée, en fait, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est comme imaginez l'ouvrier qui travaillait sur la muraille de Chine, au plein milieu du désert, on lui demande de porter des pierres. Il ne comprend pas trop ce qu'il est en train de faire. La réalité, c'est qu'il est en train de construire la muraille de Chine. De la même manière, quand par exemple, une entreprise découvre qu'elle doit verdir sa flotte, qu'en 2023, elle aura à verdir 15% de sa flotte. La première réflexe, c'est de se dire, donc, l'administration ne nous lâche pas, il y a toujours un truc à faire. La réalité, c'est que si on avait pu faire un pas de recul, on aurait pu comprendre dans l'ensemble de la planification en fait, de cette réglementation de lutte contre le dérèglement climatique, on arrive à une situation où tout ce qui est en train de se passer a un sens qui permet à l'entreprise de s'adapter pour pouvoir durablement refléter l'état de ce nouveau registre économique. Alors peut-être pour toucher, parce que c'est vrai qu'il y a l'influence des normes telles qu'on les connaît traditionnellement, et puis il y a peut-être aussi une forme de lex mercatoria aussi, la loi que les entreprises se créent, les obligations d'information financière. Et Camille, toi, dans ton rôle, peut-être qu'on peut se poser la question de savoir comment cette transition va se faire et comment les entreprises sont d'ores et déjà obligées, sont mises au pas avec la publication d'informations extra-financières, même si on a vu que 5% à l'échelle européenne, c'est pas beaucoup. Oui, mais il faut bien commencer quelque part, et puis souvent, c'est quand même les locomotives. Non, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que les leviers pour encourager aimablement le secteur privé à s'engager dans une démarche de transition, il y en a trois. Il y a la demande du consommateur final, il y a les donneurs d'ordre, tout ce qui est discussion sur les supply chain, et il y a le financier. À quelles conditions vais-je pouvoir me faire financer, dans quelles conditions? Et c'est ce sur quoi, en fait, les pouvoirs publics et puis l'Europe s'attellent à travailler. Donc, CSRD, CSDD, SFDR, ce sont que des dispositifs qui ont vocation à prendre en étau, mais bon, pour le bien de tous, les sociétés pour que la pression qui soit faite aux donneurs d'ordre, la pression qui soit faite aux financeurs, les oblige à s'engager dans une démarche active de transition. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans ces paquets? On voit CSRD qui vise les sociétés, la façon dont elles vont reporter sur leur trajectoire climat, leurs émissions carbone, leur feuille de route, et qui est une actualisation de la NFRD, qui existait depuis un certain nombre d'années maintenant. CSRD va rentrer en vigueur en 2025 sur les comptes 2024. Donc ça arrive très vite. Les sociétés s'en saisissent et beaucoup avec effort. Et puis pour m'occuper aussi de ça pour Euronext en tant que société, je les comprends parce que c'est évident. Ouais. Et puis ce volet-là est le volet complémentaire de SFDR, une démarche similaire qui est demandée aux investisseurs, aux financiers, les gérants, les fonds de private equity, qui sont un petit peu en avance par rapport aux sociétés. Ça a commencé à s'appliquer.
Et le langage commun qui va être utilisé entre les deux, c'est la taxonomie. Donc, on a finalement un dictionnaire qui va permettre de créer des liens entre la façon dont les investisseurs reportent sur leur portefeuille, son caractère vert. Vous avez tous vu les articles sur les fonds, article 6, article 8, article 9, la difficulté aujourd'hui encore de mapper ce qui est dedans. Et ça montre que le travail est en cours. Et puis, les sociétés, elles, vont devoir se mettre en conformité. Ça cerné quels sont les principaux changements par rapport à l'FRD. Alors déjà, le scope est beaucoup plus large. Progressivement, ça va s'étendre aux sociétés d'un côté, aux PME côté, qui pour l'instant est exempté. Donc, 50 000 sociétés dans l'Union européenne à terme qui vont devoir reporter. Et l'idée, c'est que ça ruisselle, parce qu'elles vont devoir reporter sur leur supply chain. Donc, du coup, ça va avoir des effets induits sur l'ensemble du bassin économique, et c'est là bien l'objectif. Autre nouveauté, c'est la notion de double matérialité. Dans la FRD, on avait vraiment une logique de risque. Quels sont les risques que le changement climatique fait porter à ma société? Comment ça va impacter mon business model? Est-ce que c'est des choses qu'il faut que je prenne en compte? Maintenant, on a changé de logique, les temps sont un peu différents. On regarde aussi quel est l'impact de ma société sur le climat et sur l'environnement. Donc, c'est vraiment cette évolution qui est en train d'arriver, et puis on voit bien comment dès aujourd'hui ça ne semble pas du tout absurde, alors qu'il y a une dizaine d'années c'était vraiment pas du tout le sujet. Donc toutes ces réglementations, elles sont ce qui est compliqué, c'est qu'elles sont à la fois hyper techniques, hyper jargonnantes, le coût d'entrée est quand même un peu élevé, en même temps elles arrivent avec une vitesse qui est phénoménale, en n'étant pas complètement sèches, voire clairement imparfaites, mais c'est une erreur de penser que ça va s'arrêter, que c'est trop compliqué à implémenter, qu'il va y avoir un retour en arrière. Le train est avancé. Il y a beaucoup d'autres dispositifs qui vont arriver, il y a des changements qui seront apportés, mais ils vont avancer. Donc, si je prends l'exemple de la taxonomie, qui est très critiquée, les pouvoirs publics en ont bien conscience, mais c'est pas grave, on avance comme ça. Et puis, quand les autres paquets sont sortis, ils reviendront, ils font des modifications qu'ils vont à faire. Donc, les sociétés doivent se mettre en bataille, sinon elles ne pourront plus se faire financer et elles ne pourront plus rentrer dans des dispositifs de supply chain classiques. Donc on le comprend bien, en fait, c'est un rôle qui va partir de certaines entreprises, peut-être les plus grandes, avec leur compte 2024, l'année prochaine, qui vont devoir comprendre un certain nombre d'éléments de transparence. C'est souvent effectivement les plus grandes entreprises qui prennent ces petites, et puis vont influencer également leurs sous-traitants, leurs fournisseurs, etc. Ouais, politique. Donc on part de là. Là où peut-être c'est pas clair aussi, il y a besoin de décryptage, c'est ce rôle que joue cette taxonomie pour les entreprises. Ça fait l'objet d'un débat européen, on essaie de comprendre comment ça fonctionne. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots pour peut-être nous aider et aider l'ensemble des États d'aujourd'hui, celles qui verront en reflet, comment comprendre cette taxonomie et qu'est-ce qu'on doit en retenir en fait en 2000? Alors, la taxonomie, c'est une sorte de dictionnaire des activités qui sont considérées comme durables. Donc, tout ne figure pas dans la taxonomie. Plein d'activités économiques ne sont pas mappées parce qu'elles ne sont pas considérées comme contribuant ou pouvant contribuer à l'effort qui est nécessaire. Et donc, une fois que les activités sont mappées comme pouvant contribuer à l'effort de transition écologique, climatique, énergétique qui est nécessaire, il faut ensuite que les sociétés répondent à certains critères pour être considérées en conformité avec ce qui est attendu sur ces domaines-là. Donc, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, toutes les sociétés qui sont soumises à la taxonomie doivent publier tous les ans l'éligibilité de leur chiffre d'affaires, de leur OPEX, de leur CAPEX à la taxonomie verte. Et une fois que l'éligibilité est établie pour 20%, 30%, 5% de leur chiffre d'affaires, de leur CAPEX, de leur OPEX, montrer si c'est éligible. Par exemple, je vais prendre un exemple concret. Cette année, chez Euronext, on a changé une pompe à chaleur dans le locaux à Amsterdam. C'est une dépense d'investissement qui rentre dans la taxonomie verte, mais vu qu'on n'avait pas bien compris, on n'a pas rempli bien les critères, donc cette dépense est éligible, mais la façon dont on l'a gérée n'est pas alignée avec la taxonomie. Donc l'année prochaine, fin mars, quand vous regarderez l'URD d'Euronext, vous verrez qu'on a des dépenses qui étaient éligibles à la taxonomie. On aurait pu bien faire, et en fait, on n'a pas fait. Donc voilà, c'est un exemple très concret. Pourquoi? Oui. Pourquoi vous ne l'avez pas bien fait? C'est-à-dire que vous ne l'avez pas bien enregistré,
qualifié, vous n'avez pas bien choisi vos fournisseurs. Enfin, quelle est la problématique? Parce que je pense que c'est important de rentrer dans le détail, parce que tout est une affaire de détail sur ce sujet. Alors, pas bien fait, c'est simplifié, c'est-à-dire que les équipes qui ont choisi la pompe à chaleur, qui ne connaissaient pas la taxonomie, parce qu'on va y revenir, c'est un des grands enjeux, a fait au mieux, elle a regardé la technologie qui lui semblait le plus adaptée, le prix, voilà, et ils ont fait leur travail comme ils avaient l'habitude de le faire. Ce qui est intéressant dans cet exemple, ça montre que désormais, il n'est plus possible pour Euronext ou pour toute autre société éligible à la taxonomie d'engager une dépense d'investissement ou une dépense d'OPEX qui soit sans poser la question de est-ce que cette dépense est éligible à la taxonomie et si oui, comment assurer qu'elle soit alignée avec les attentes de la taxonomie. Donc, une fois qu'on a fait ce constat, et puis ce n'est que depuis cette année que les sociétés doivent déclarer sur l'éligibilité, l'alignement de leur index et de leur OPEX. L'année dernière, c'était l'éligibilité d'un montée en difficulté. Une fois qu'on voit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer de façon structurelle la façon dont les entreprises sont organisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dois, par exemple, dans mon système, rajouter un champ taxonomie dans toute demande de dépense qui est faite. Et à chaque fois, il va falloir qu'il y ait une étude, une analyse par les équipes qui demandent la dépense pour savoir si cette dépense est éligible, rentre dans ce grand dictionnaire des activités qui sont potentiellement durables. Et si oui, quels sont les critères pour qu'on soit en sorte qu'elles soient alignées. Et on voit bien le génie, j'allais dire, j'en sais rien, le génie des policymakers qui vont réussir à prendre en étau les organisations pour faire en sorte que tous ensemble, on se mette en ligne de conduite. Donc, moi, je suis en train de faire former mes équipes achats, mes équipes facilities buildings, parce que du coup, c'est eux, typiquement, qui ont commandé la pompe à chaleur, les équipes de contrôle de gestion, les équipes de toutes les dans mon secteur d'activité, de toutes les équipes qui sont susceptibles d'engager des dépenses qui sont éligibles à la taxonomie pour qu'ils comprennent ce que c'est et qu'ils comprennent comment ça va changer leur travail. Et ça, c'est un des exemples qui montre… Ce qui est intéressant dans ton rôle et dans cet exemple, en fait, c'est qu'on se rend compte que les rôles en entreprise ont évolué, puisque en fait, ton rôle englobe à la fois un rôle externe, donc le client, société listée, Euronext, les contreparties, j'ai envie de dire naturelles, mais aussi un rôle interne, véritablement de formation. Je pense qu'on n'a pas assez parlé encore. Ahmed y reviendra, puisque c'est aussi son métier, de former sur ces sujets les entreprises et d'organiser en fait, une vraie démarche de formation, parce qu'on ne devient pas un taxonomiste naturellement formé depuis la maternelle, en fait. Donc, il y a un apprentissage permanent. Je résume bien là-dessus. Ah non, mais le besoin de formation est colossal. Il ne faut pas des formations sur le réchauffement climatique, CSRD. Il faut que les fonctions achats comprennent quel est le new normal, les nouvelles best practices dans leur métier et comment ils doivent opérer maintenant. Et ça, il faut qu'ils le comprennent avec les gens qui vont parler avec leur code. Quand on va parler de la taxonomie, par exemple, les équipes dont je vous parlais, on ne peut pas leur expliquer la taxonomie dans son ensemble. C'est des milliers de pages, des centaines de pages d'implémentation. Il faut que ça soit déjà pré-mâché pour faire patience avec leur activité à eux, qui est de gérer un building, gérer des ressources et des équipements IT. Donc la formation est absolument clé. Et c'est vrai que pouvoir avoir un accompagnement, Ahmed en parlera parce que c'est ce qu'il fait, adapté et absolument structurel. Donc c'est indispensable. Et puis l'effort de formation, il n'est pas que sur l'équipe opérationnelle, hein, il part du board, du COMEX, il y a vraiment du boulot, quoi. Alors, justement aussi, il y a peut-être un élément de complexité autre. On en a déjà eu quelques-uns, on a évoqué, mais c'est qu'il y a, en dehors des textes, je dirais, de la loi, de la hard law, il y a peut-être des éléments de soft law, Ahmed, qui aussi complexifient, parce qu'on voit fleurir de nombreux labels, appellations, référentiels. On ne sait pas d'ailleurs lesquels sont réellement capables d'aider les entreprises dans leur démarche, parce qu'il peut y avoir plein d'initiatives privées. Comment s'y retrouver finalement? Parce que c'est un florilège d'éléments normés et certains complètement privés. Effectivement, c'est très difficile de s'y retrouver. Hein, et cet ensemble est, je pense, sans limite. Hein, il y a entre les initiatives d'entreprise, les labels établis, les associations qui se développent à l'échelle internationale et qui ont des adhérents d'entreprises,
qui s'engagent sur certaines problématiques. Les agences de notation aussi, qui sont des acteurs incontournables désormais de cet écosystème de la transparence environnementale, des normalisateurs. J'ai malheureusement pas d'autres réponses, que c'est très difficile de bien comprendre tout ce qui se passe. Donc la seule réponse que je peux avoir, c'est plutôt une réponse de méthode. Et de ce point de vue-là, le sujet, c'est de comprendre que la hard law et la soft law s'auto-alimentent et interagissent entre elles. Souvent, on va avoir des éléments de soft law qui vont être traduits en hard law. Par exemple, la TCFD, la Task Force pour les disclosures climat, a été pendant longtemps, en fait, relevée pendant longtemps de la soft law. On aura l'occasion d'en parler, mais de la gouvernance du risque climat, d'identification de l'empreinte carbone, etc., et qui est aujourd'hui traduite, CFD, dans la CSRD au moins en partie. Donc, on a une interaction dans ce sens. On a parfois des textes qui sont absolument identiques, mais qui sont soit sous la forme d'une norme ISO, d'une réglementation, par exemple un décret, et d'un texte, d'un manifeste, voilà, d'une association. Et donc, du coup, le sujet, c'est vraiment de se focaliser sur le droit dur, même s'il peut parfois être en rattrapage d'initiatives qui sont plus avancées. Comment vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur? Et ensuite, de se poser la question d'un point de vue sectoriel et stratégique pour l'entreprise. Donc, d'être en top-down, en se disant, maintenant, ma stratégie par rapport à la soft law, ça va être d'aller chercher des labels ou d'aller chercher des références qui, d'une manière ou d'une autre, vont contribuer à ma marque employeur, à mon profil de financement ou à la durabilité des relations que je peux établir avec des parties prenantes, soit publiques ou privées. Et en faisant le travail dans ce sens, en fait, déjà, vous épargnez l'angoisse de devoir tout comprendre, parce que c'est littéralement impossible de comprendre en fait toutes ces initiatives, tous ces référentiels. Et ensuite, vous d'une certaine manière, le travail dans le bon ordre. Alors, sur les agences de notation financière, Camille, comment elles fonctionnent par rapport à ces éléments? Puisqu'elles interviennent. Oui, alors les agences de notation. Elles vont avoir un rôle, pardon, elles vont en fait avoir un rôle prédominant dans la façon d'appréhender les entreprises et comment elles se comportent, ce qui peut avoir un impact sur le marché. Puis elles-mêmes, elles ont besoin d'être formées. Oui, alors le sujet des agences de notation, c'est un sujet qui est un peu sensible. Les agences sont pas mal challengées parce que leurs méthodologies ne sont pas toutes complètement transparentes. D'ailleurs, elles diffèrent d'une vers l'autre. Donc, on peut avoir parfois une bonne note en gouvernance avec une et une mauvaise note avec l'autre. Finalement, la méthodologie, c'est ce qui fait la valeur aussi de l'offre qu'elles apportent. Et elles sont pas toutes, mais souvent un peu conflictées parce qu'elles proposent des solutions d'accompagnement payant pour améliorer sa notation, ce qui fait que les feedbacks qu'on a sur cette notation ne sont pas toujours d'une limpidité, d'une clarté absolue, assez courts, et à vous de vous débrouiller avec ça. Donc, l'idée d'ailleurs, l'Union européenne a lancé une consultation sur les agences de notation et voudrait cette année réglementer un petit peu la façon dont elles travaillent pour travailler sur les travers que je viens de mentionner. Il n'empêche que CSRD et SFDR, la taxonomie devraient permettre dans le temps de rendre leur utilisation moins indispensable. Il n'empêche que pour le moment, ce sont les seuls qui offrent une méthode, une clé de lecture qui est là. Si je prends l'exemple de l'activité qu'on a chez Euronext, on lance beaucoup d'indices et aujourd'hui 90% des indices qu'on lance sont des indices avec des critères ESG et il est évident que pour les femmes, on a besoin de méthodos et on travaille nous avec toutes les agences de notation de la place parce que du coup voilà, elles fournissent. Après le CAC ESG fait avec Moody's n'a pas exactement la même tête que le CAC ESG fait avec S&P ou ce ISS ou ce Sustainalytics parce qu'ils ont des méthodologies différentes et voilà, ça c'est quand même un sujet. La façon dont ils travaillent, alors certains envoient des questionnaires aux entreprises, d'autres regardent la donnée publique. On est dans une approche qui est quand même assez tip the box,
qui mérite pour la société de se poser des questions sur là où elle en est et là où elle veut aller. On est beaucoup dans la verbalisation et l'officialisation, ce qui n'est pas forcément la culture française. Si je vais vous reprendre un exemple très pratico-pratique, mais je trouve que ça aide à comprendre. Par exemple, nous, au Euronext, on nous a reproché de ne pas avoir de statement anti-modern slavery. Je pense que personne dans l'organisation ne s'était jamais posé la question de communiquer sur ça, vu notre typologie d'activité. Il n'empêche qu'il faut le faire. Et que quand on regarde ce que font les autres sociétés, c'est un exercice qui n'est pas inintéressant, parce que ça pose des questions sur la supply chain, ça pose des questions sur le risque. Donc, c'est des exercices qui doivent permettre aux sociétés de monter en maturité. Et mon conseil, c'est que ça prend quand même pas mal de temps, à la fois de répondre au questionnaire et puis en même temps de s'adresser aux axes d'amélioration qu'ils font. Mais je conseille à toute société, côté ou pas côté d'ailleurs, vraiment de faire la démarche au moins avec une ou deux, pour avoir bien en tête ce sur quoi il faut s'améliorer et ce sur quoi il va falloir s'améliorer. C'est clair que plus on en parle, plus on évoque ces questions, plus on se rend compte à quel point c'est chronophage et en même temps passionnant. De la même manière qu'on a vu l'émergence de ce Chief Data Officer, ce Chief ESG Officer, maintenant une personne clé, comme tu l'es, parce que ça va être le point de convergence, la personne sachante, la personne qui va permettre aussi de passer à l'action. Et donc justement, on a parlé un peu du diagnostic, du problème de réglementation et comment appréhender les choses. Puis peut-être on peut voir comment on passe à l'acte, comment on peut mener des actions. Et j'ai envie de te demander très concrètement, parce qu'aujourd'hui on voulait être concret dans l'action et dans la méthode. Ahmed, qu'est-ce que tu suggères pour une entreprise qui commence d'une page blanche, qui a entendu parler aujourd'hui de tous ces concepts et qui maintenant se dit bah, je saute le pas, je nomme quelqu'un, je dois prendre une équipe, mais d'où je dois partir, quels moyens je dois mettre? Alors, ma première réponse, et si je n'arrive pas à l'en convaincre, j'en serais bien désolé, c'est de considérer que ce sujet est devenu un sujet stratégique. Ce n'est pas cherry the cake, ce n'est pas pour faire beau et pour s'attirer les meilleurs articles de presse possibles. C'est fondamentalement un sujet stratégique parce que c'est un sujet qui engage le développement à long terme de l'entreprise. Donc, on doit entrer dans une logique de ressources et de s'équiper pour pouvoir prendre en compte cette nouvelle problématique. Une fois qu'on a dit ça, ce qu'il y a de bon, je trouve, dans l'organisation progressive de la réglementation, c'est des réglementations comme la CSRD, d'une certaine manière, par le fait des exigences qu'elle nous donne une espèce de marche à suivre. Alors, il faut avoir fait son bilan carbone, donc mesurer en fait son empreinte carbone. Et pourquoi je dis ça? Le sujet, c'est pas juste le faire et ranger le rapport en classement vertical. Le sujet, c'est que si les territoires, les nations ont des objectifs de réduction, très concrètement, ça se répercute par les entreprises qui elles-mêmes doivent avoir des objectifs de réduction. Ensuite, il y a une problématique de gouvernance, c'est-à-dire de faire vivre stratégiquement dans la durée ce sujet, et donc s'équiper en termes soit de ressources externes, soit de collaborateurs. Et dernier point, de saisir l'occasion pour avoir une vraie réflexion sur le business model. Parce que peut-être qu'une société de conseil en stratégie est assez loin de ces sujets, mais dès que l'économie française, c'est pas qu'une compilation de sociétés de conseil en stratégie. Il y a plein d'entreprises qui ont des impacts très concrets du type peut-être que ce que je suis en train de vendre aujourd'hui, si je dois aller au bout de l'exercice, je ne peux plus le vendre dans 10 ans. Si je ne peux plus le vendre dans 10 ans, il vaut mieux que je commence à engager la réflexion aujourd'hui pour changer mon business model, lancer des nouveaux produits, transformer ma manière de vendre mes produits et donc être dans une projection à long terme stratégique extrêmement sérieuse. Et si je devais du coup refaire le raisonnement, mais à l'échelle de l'entreprise, là pour le coup c'est beaucoup plus classique. La première étape, c'est de mesurer son point de départ, savoir d'où on part, donc son empreinte carbone.
et à partir de ce moment-là, se fixer une feuille de route bas carbone qui soit cohérente par rapport aux objectifs sectoriels et nationaux, et aussi cohérent par rapport à l'ambition que l'entreprise veut avoir dans la filière. Est-ce qu'elle veut être identifiée parmi les leaders en matière de transition? Est-ce que ça lui va bien dans les moyens? Est-ce que ça lui va bien d'assumer qu'elle est plutôt en retard, que de toute façon, elle peut quand même vivre avec pendant un moment, et ensuite exécuter. Exécuter, je suis désolé, c'est très, j'enfonce des portes ouvertes, mais à la fin, en fait, c'est pas très dur. C'est juste que si on fait le travail sérieusement, on s'amène à se poser des questions qui elles-mêmes peuvent être un peu dures. Et l'exécuter dans la durée, c'est avoir une bonne gouvernance. Mon expérience que j'ai faite, c'est la mienne, il peut y en avoir d'autres, c'est que ce sujet, c'est un sujet COMEX. Ça ne peut pas être un sujet qui est porté en dessous du COMEX, et même un sujet direction générale, de mon point de vue. C'est un sujet qui implique une forme de travail en transversal, c'est-à-dire qu'on peut avoir une direction qui pilote le travail à long terme, mais elle a besoin, cette direction, de ressources qui sont partout dans l'entreprise. On est sur un mode projet qui est transversal. Et dernier point, qui est pas à négliger, c'est la formation des collaborateurs. On en a assez largement parlé. La formation des collaborateurs pour que chacun à son niveau ait les bons gestes et aussi comprenne le travail de feuille de route décarbonée qui est en train d'être fait. Ce travail de formation est aussi une formidable occasion, moi j'en ai souvent fait l'expérience, de susciter de l'engagement en interne, de remobiliser en fait les collaborateurs autour d'un projet qui souvent est un projet très motivant et très enthousiasmant. Dernier point, une approche personnellement que j'aime bien, mais je pense aussi qu'on puisse ne pas être à l'aise avec ça, c'est de communiquer. Le meilleur moyen de s'engager, c'est de se communiquer. Parce qu'en communiquant, on prend le risque d'être accusé de greenwashing, par exemple, si on ne fait pas bien les choses. Et en communiquant, on s'engage soi-même, on se lie les mains, en fait, sur le travail qu'il y a à faire. Alors, tout ça. Peut-être, si tu me permets, je pense vraiment, enfin, pour accentuer sur ton point, il y a des opportunités business qui sont importantes. Par exemple, Euronext, nous, on a une plateforme de trading. On a migré l'année dernière notre data center vers des data centers entièrement verts, qui sont alimentés par des centrales hydrauliques, etc. Donc, du coup, aujourd'hui, faire trader, je simplifie, sur Euronext, c'est tout vert. C'est magnifique. Mais donc, nous, c'est top parce que ça baisse notre empreinte carbone, mais il faut bien comprendre que ça baisse l'empreinte carbone de tous nos clients. Parce que du coup, sur les fameux scope 1, scope 2, scope 3 et demain scope 4, du coup, ils doivent regarder quelles émissions ont été faites pour faire leur métier, par exemple de banque, de marché, passer des ordres, etc., les exécuter. Aujourd'hui, c'est différenciant. C'est-à-dire que pour passer des ordres, à terme, ça devra un critère de sélection. Donc voilà, c'est là où vraiment il y a des opportunités intéressantes à prendre. C'est important de le souligner parce que on sait qu'il y a à voir tout cela comme une contrainte, c'est un bon jeu, un nouveau marché, de nouvelles fonctions, et je crois que c'était très bien que tu le soulignes. Il y a un autre point qu'on voulait évoquer aujourd'hui, c'est bon, tout ça, quand même si c'est une opportunité, que c'est passionnant, ça coûte. Donc, comment les entreprises, peut-être une question plus pour toi, comment les entreprises en fait, peuvent financer cette transition énergétique? Parce qu'il y a peut-être différents moyens. Pour les particuliers, on parle souvent des aides, l'accès aux aides et les circuits d'aide, c'est mon point de vue, ne sont pas forcément bien faits. Mais là, pour les entreprises, est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'il y a un panel d'options facilement identifiables? Alors, sur les aides aux particuliers, je n'ai aucune compétence. Mais par contre, sur les entreprises et sur le marché, il y a plusieurs choses pour répondre à ta question qui est très importante, qui couvre plein de choses différentes. Donc, il y a aujourd'hui des financements qui sont adossés à des critères ESG, et donc, du coup, avec des systèmes de bonus, malus en fonction de la performance. Alors, nous, chez Euronext, on est particulièrement fort sur tout ce qui est
ESG bonds. Donc, les ESG bonds, il y a différentes typologies. Il y a des green bonds, des blue bonds, des climate bonds, des social bonds qui vont, c'est comme du project bond, hein, qui vont financer un projet de transition, d'amélioration, de verdissement. Ça peut être aussi des projets liés à l'amélioration de la gouvernance ou même de dispositifs verts sur les social bonds. Donc, du coup, là, c'est un financement qui est lié à un projet E, S, G ou les trois ensemble. Il y a d'autres émissions obligataires, c'est notamment le cas dans ce qui s'appelle les SLB, les Sustainability Linked Bonds, où en fait, les fonds qui vont être levés ne vont pas forcément être utilisés pour un projet E, S ou G, mais les modalités de financement vont être liées à la performance de la société sur des KPI. Et donc, la société va se fixer des KPI qui peuvent être liés à sa feuille de route carbone, à sa gestion des déchets. Voilà, les KPI sont censés être ambitieux. Et le taux dont elle devra s'acquitter dépendra de la façon dont elle arrive ou pas à délivrer ces différentes KPI. On voit bien qu'il y a de la créativité et de l'innovation dans ce type de financement. Et peut-être de façon plus large, aujourd'hui, longtemps, les marchés ont été dans une logique qui était les taxes, les marchés d'exclusion. Donc, la logique, c'était on exclut les polluants, on exclut, je sais pas moi, la défense, l'armement. Aujourd'hui, c'est complètement en train de changer, c'est pour le mieux, vraiment dans une logique d'accompagnement de la transition, du financement de la transition. Il n'empêche que SFDR, par exemple, a créé un dispositif qui fait qu'aujourd'hui, pour qu'une société soit bien financée, que ce soit pour un projet de transition ou même sur d'autres projets, parce que la société a vocation à apporter plein d'autres projets, elle doit être en ordre de bataille sur l'ESG. Par exemple, aujourd'hui, sur les introductions en bourse, on a beaucoup de sociétés qui arrivent, qui ne sont pas suffisamment mûres et matures et établies dans la réflexion et leur feuille de route durable de soutenabilité. Et du coup, les investisseurs ne peuvent pas mettre d'argent. Même qu'ils soient eux-mêmes engagés, qu'ils aient ce qu'on appelle des fonds article 8 ou article 9 ou des fonds article 6, qui ne sont du coup pas dans l'ESG. Et pourquoi ? Parce que le nombre d'investisseurs soumis à des critères ESG augmente de façon tellement exponentielle que prendre le risque aujourd'hui de ne pas être capable de revendre sa participation à cette typologie d'acteurs, c'est un cas sur la liquidité qui est majeur. Donc, on voit bien le besoin pour toutes les sociétés de monter en compétence sur ces sujets, que ce soit pour financer leur transition ou même leur core business. Alors, on entend beaucoup parler d'émissions budgétaires vertes. Green bonds, peut-être que tu peux nous dire deux mots, en fait, parce que tout le monde n'est peut-être pas familier de la façon dont ça fonctionne, de quels sont les critères, et finalement, quelles sont les différences avec une émission budgétaire plus classique. Oui, alors les green bonds, c'est un marché qui s'est beaucoup développé. On a la chance chez Euronext d'être la première plateforme de cotation dans le monde des green bonds, donc on est aux premières loges pour voir l'innovation dans ce secteur-là. Donc, initialement, c'était assez marginal. Hein, c'est des sociétés qui finançaient un projet qui, en raison de ses caractéristiques durables, du coup, voilà, le package est tel quel. Il y a des standards qui sont à remplir, les standards qui font office aujourd'hui, c'est standards de l'ICMA. Du coup, l'idée, c'est qu'il y a des critères à remplir et il faut qu'il y ait un certificateur qui vienne apposer un tampon pour vérifier que la société remplit bien ces critères et elle devra, avec les banques conseils, dans la durée, tout le long de l'émission, finalement, vérifier que les critères ont bien été remplis, que les fonds ont bien été alloués vers tel ou tel projet, qu'il y a le reporting qui va bien. Progressivement, ça s'est sophistiqué. Du coup, il y a eu d'autres typologies de projets, ce que je mentionnais avant, des typologies d'indexation de coupons en fonction de la performance de la société. Donc, voilà, c'est devenu de plus en plus intéressant. La complexité du green bond, de l'ESG bond, c'est qu'on voit bien, en raison du process qui est mis en place, c'est que c'est plus cher qu'une émission classique, parce que vous devez financer la personne qui va certifier, parce que finalement le reporting qui est associé au fait de suivre les KPI sur lesquels vous êtes engagé est plus lourd. Et donc le parti pris, c'est que vous vous y retrouvez sur les modalités de financement. Et aujourd'hui, c'est le cas. Du coup, c'est pour ça que ce secteur se développe grandement. Et puis, il y a quand même un effet aussi affichage qui est important. Je pense qu'aujourd'hui, une grande entreprise, souvent c'est comme celles qui sont plus matures, elles ont fait le choix, elles ont été exposées très tôt, puis elles ont souvent pris le sujet à bras le corps. Aujourd'hui, on finance une acquisition majeure.
on se pose systématiquement la question de le financer, par exemple, par un SLB. Tous les banquiers d'affaires de Paris viennent vous pitcher ces solutions-là. Et après, est-ce que vous êtes capable ou pas d'être assez mûr sur le KPI ESG, d'être assez certain que vous allez réussir à les délivrer? C'est une autre question. En tout cas, c'est vraiment un outil qui est analysé de façon quasi systématique aujourd'hui. Peut-être plus une question qu'on ramène aussi. On a, lors du développement Green Bonds, on voit beaucoup de développement d'investissement impact, d'investissement impact. Quels sont leurs rôles finalement? Est-ce qu'ils contribuent dans cette démarche des entreprises plus durables? Est-ce qu'on peut déjà le mesurer? C'est peut-être trop récent aussi. Alors, l'investissement impact, déjà, c'est une notion juridique, c'est une notion marketing. Et si on devait faire un rapprochement avec une notion juridique établie, moi, ce serait article 9 SFDR, c'est-à-dire un type d'investissement qui se donne un objectif environnemental ou social et qui, dans sa thèse d'investissement, va mettre l'accomplissement de cet objectif à un même niveau que des considérations du type rentabilité ou autre. L'investissement impact, comme tu le dis, bon, c'est plus une logique de capital risque aujourd'hui. J'ai pas vu de situation où on avait cette approche dans les types d'investissement plus matures. En revanche, ce qu'on voit apparaître très très nettement, c'est que c'est des investissements qui se développent beaucoup. Alors, peut-être que ça va être un peu ralenti par l'approche SFDR article 9 qui va mettre un peu d'ordre en fait dans ce business. Mais au niveau du capital risque, c'est une thèse d'investissement qui est en très fort développement. Là où il y a, de mon point de vue, des apports intéressants dans un contexte de transition énergétique et écologique, c'est que c'est un type d'investissement qui est très focus sur des objectifs. Donc, du coup, plus d'impact, pardon pour la répétition, et surtout, c'est un type d'investissement qui va se spécialiser. Parce que ce dont j'ai fait l'expérience, notamment dans mes activités d'investisseurs, c'est qu'aujourd'hui, la maturité de la communauté financière est assez moyenne encore, ou en tout cas pour être un peu plus mûre, sur les problématiques de transition et sur le financement de cette transition. Et donc, là où on a des investisseurs aujourd'hui généralistes qui veulent entrer dans le financement de projets de transition, alors soit des infras, soit en equity dans des sociétés qui ont des solutions, elles peuvent trouver leur thèse, leur impact un peu dilué par rapport à des équipes qui montent, qui se spécialisent sur une problématique et qui, du coup, ont la possibilité d'accumuler de l'expérience et du savoir-faire. Et du coup, peut-être le revers de la médaille, c'est que des gens qui vont investir impact, mais il y a aussi des gens qui, sans investir, vont se développer une voie de la rue, c'est l'activisme vert. Est-ce que finalement, on pourrait dire qu'il a un impact pour ces entreprises? Pour les grandes qui sont plus matures, elles sont pas pris le chemin contraint, mais pour les autres, même pour les grandes d'ailleurs, on voit des assemblées générales de grands groupes qui font l'objet de manifestations. Est-ce que c'est un sujet qui va continuer à faire parler de la rue de plus en plus? Que se dire de cet activisme vert par rapport à ce qui est mis en place? Qui doit. Je peux commencer, puis tu. Oui, c'est certain. D'ailleurs, il y a l'activisme vert, et puis alors l'activisme, historiquement, c'est quand même sur le G, donc on voit bien que ça s'étend et c'est assez naturel et assez logique. Bon, il y a toutes les discussions sur le CERN Climate. Il y a quelques années, les gens se posaient la question du CERN Pay, et aujourd'hui, plus personne se pose la question du caractère naturel, ou en tout cas défendable du CERN Pay. À mon avis, c'est de même pour le CERN Climate. C'est un sujet qui est stratégique, qui peut menacer en fonction du business model de la société et la pérennité des opérations. Et à ce titre, il est assez légitime et entendable que voilà, les actionnaires se mobilisent là-dessus.
de la même façon, le sujet des rémunérations des dirigeants et de quelle façon les critères ESG vont être inclus dans le calcul des variables est aussi un sujet qui est stratégique. On voit bien son importance pour faire bouger les choses de façon rapide. Donc l'activisme vert a vraiment vocation à se développer parce qu'en fait, on touche une fois encore un sujet qui est stratégique. Et du coup, ce serait assez logique qu'on ait de plus en plus de cas dans les années à venir. Ça pose, peut-être que tu pourras en parler plus en détail, mais ça pose pas mal de questions intéressantes sur la responsabilité des administrateurs, sur ces sujets-là. On voit que notamment dans le monde saxon, il commence à y avoir des administrateurs qui sont traduits en justice. Hein. C'est le cas dans l'industrie pétrolière au UK notamment, parce qu'on considère qu'ils sont pas assez hauts, qu'ils ne font pas assez. Donc voilà, ça soulève tout un tas de questions intéressantes. Merci Camille. Alors, mon petit moment de gloriole personnel, si vous le voulez bien, c'est qu'en 2017, quand j'étais jeune fonctionnaire à Bercy au Trésor, j'avais dit, vous verrez un jour les hedge funds activistes, les Elliott et compagnie, que vous qualifiez d'investisseurs court-termistes, un jour, ils vont prendre l'angle de la durabilité et de l'empreinte carbone pour engager encore plus les administrateurs et demander des comptes. C'est précisément ce qui est en train d'arriver, j'en suis très... Alors, je ne suis pas heureux pour les administrateurs, mais heureux d'avoir fait la bonne prédiction. Et comme tu le dis, Camille, en fait, pour une raison toute simple, que dès que le sujet devient critique du point de vue de la valeur de l'actif, ça devient un sujet légitime pour l'investisseur, tout simplement. Et la cristallisation autour du Say on Climate, alors peut-être qu'on peut en dire deux mots pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait que la société présente en assemblée générale sa trajectoire, en fait, sa trajectoire de degrés et la manière avec laquelle elle va réduire son empreinte carbone. Et aujourd'hui, le débat, grosso modo juridique, c'est de savoir si les actionnaires ont un rôle à jouer dans la détermination de cette stratégie. Et en fait, ce qui est assez intéressant, et c'est bien ce que tu as pris aussi l'expérience de l'homme de la rue, c'est que littéralement, on a l'immersion parfois de la société civile en assemblée générale. Alors, la société Total est assez coutumière du fait, avec très régulièrement des militants de Greenpeace et autres qui arrivent sur scène pour porter leur message. Mais on a des approches beaucoup plus policées et beaucoup plus intéressantes d'un point de vue pratique, je dirais au moins, comme des associations d'actionnaires qui ponctuellement en fait, se réunissent en amont d'Assemblée générale pour porter une délibération. C'est le cas, par exemple, de l'association Follow This, qui, à chaque Assemblée générale, je crois que c'est Shell en particulier, Shell qui le font, qui se réunissent en amont, qui systématiquement avancent leur délibération sur une problématique climat. Peut-être pour conclure, je voulais revenir sur un sujet, parler un petit peu avant de démarrer l'événement, mais qui est parler du marché du carbone. Et se demander aussi s'il n'y avait pas une émergence de nouveaux produits financiers orientés vers la transition énergétique et écologique. C'est peut-être plus pour toi que nous, mais est-ce que du coup, on voit déjà, ou est-ce qu'on va voir de nouveaux produits financiers finalement, parce que tu disais s'il y a une opportunité business, mais pour vous, Ronex, elle est là aussi. Tout à fait. C'est mon boulot de développer ces opportunités. Nous, ce qu'on a vu d'un point de vue instruments financiers ces dernières années, c'est la montée en puissance des ESG bonds, c'est la montée en puissance des ESG indices et des ETF ESG qui ont été adossés sur ces produits-là. Aujourd'hui, on voit qu'on rentre dans une logique un peu de diversification. Pas mal, et c'est assez logique, basé sur des actifs tangibles, des commodities. Par exemple, nous, on opère notamment une bourse d'électricité en Norvège. On voit bien que le débat sur les Renewable Energy Certificates, ces certificats qui permettent de dire que l'électricité utilisée est green et durable, il y a un sujet qui monte et devient un sujet d'instrument financier. Donc, ce n'est pas du tout exclu que dans quelques années, on puisse trader ce type de certificat. C'est la même logique sur les crédits de carbone. Si on fait un peu de prospective, parce que du coup, ça a été annoncé l'année dernière, c'est possible que dans quelques années, on se retrouve à faire du screening sur des crédits biodiversité aussi. Donc, on voit bien qu'il va y avoir toute une nouvelle catégorie de classes d'actifs qui arrivent. Aujourd'hui, ça reste un petit peu
c'est encore un peu l'Ouest. Par exemple, et ça mêle des choses qui sont à la fois très pratiques et dont l'essor me semble, moi, incontournable et inéluctable, comme on parlait tout à l'heure, le marché des crédits carbone, parce que toutes les sociétés vont devoir, in fine, aujourd'hui c'est obligatoire, ça risque de finalement l'être, offsetter, compenser ce qu'elles n'auront pas réussi à réduire comme émissions. Et puis il y a des choses qui sont un petit peu plus exotiques, par exemple, il y a pas mal de discussions dans le monde financier en ce moment sur les NAC, les Natural Asset Companies, comment on fait pour valoriser des projets basés sur une approche de Natural Asset. Donc, c'est toute une nouvelle terminologie et typologie de produits qui sont explorés. Donc, il faudra voir ce qu'il en reste à la fin. Mais voilà, moi, en tout cas, sur le marché des carbone, moi, qui me semble être le marché le plus tangible, il y a des choses à faire. Et puis après, peut-être pour ouvrir et donner une idée de l'ampleur et la richesse des discussions sur le sujet, il y a des choses aussi à faire aussi autour de tout ce qui est l'alimentaire. Par exemple, nous, mon père, je ne sais pas si vous savez que ça existe, on a la seule bourse dans le monde qui est sur le saumon. Il y a des futurs sur saumon, des dérivés sur saumon, on opère ça en Norvège. La pisciculture est vue aujourd'hui comme un moyen de nourrir l'humanité demain. C'est finalement assez ESG friendly. Il faut pas, parce que les poissons, il ne faut pas beaucoup les nourrir. Ils n'utilisent pas beaucoup de calories puisqu'ils sont à sang froid. Enfin, je ne passe les détails techniques. Du coup, peut-être que dans le futur, on aura des marchés de la crevette, des marchés du bar financiers, et voilà, que ça va contribuer aussi d'une façon directe à l'enjeu climatique que nous avons. Donc, on voit que le monde financier peut, de façon très, 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 très diversifiée, répondre à ces sujets-là. Le marché du saumon traite aussi. Très aussi, hein, c'est un très beau business. Exactement. Si vous voulez regarder, ça s'appelle Fishpool. Et c'est vrai que les futurs sur saumon, c'est un marché qui est. Il risque d'être encore plus aussi avec l'impact climat qui pose une problématique de nourriture des saumons. Exactement. Voilà. Bref, sur ces pensées qui s'y collent, je voulais vous proposer de passer à peut-être une Q&A et peut-être qu'il y a des questions que vous aviez par rapport à ce qui s'est dit. On ne voulait pas concentrer trop les échanges dans ce débat, mais qui était très riche, si je le trouve encore un peu vite. Je ne sais pas s'il y a des observations, des questions dans la salle. Je passe un micro, au cas où vous n'entendrez pas forcément. Merci. Alors, tout d'abord, nos remerciements parce que c'était vraiment très intéressant. Alors, j'avais une petite question. On a parlé de la France, on a parlé de l'Europe, mais évidemment, tout ça peut fonctionner à un sens si l'approche ESG est globale dans le monde. On voit que le monde n'est pas toujours pas toujours dans la même direction. On peut avoir des tendances assez contraires, mais au moins sur un pays comme les États-Unis, en étant bien loin d'être un spécialiste, je comprends qu'il n'est pas tout à fait sur la même trajectoire que l'Europe en matière d'ESG. Quels sont les points communs? Quelles sont les perspectives communes qui font qu'on peut finalement avoir une grille d'analyse commune et donc des actions communes? Alors, c'est une très bonne question, d'autant qu'il y a quelques mois, on a eu beaucoup d'articles dans la presse sur le fait que des gros fonds américains, les BlackRock, les Vanguard, soumis à des pressions d'États pétroliers comme le Texas et des fonds de pension qui les alimentaient, avaient dû faire marche arrière sur leur politique ESG et en tout cas la force de leur commitment. Alors, aux États-Unis, c'est un sujet politique, républicain versus démocrate. Ce qui est la vérité, mais ce qui brouille un peu ce qui se passe en réalité. En réalité, les poches d'investissement vers la transition, vers les éco-industries sont absolument massives. On voit tout un tas de réglementations qui se mettent en place, qui sont aussi très, très structurelles. Par exemple, aux États-Unis, il y a eu la Supply Chain Law, un peu sur le modèle de CSDD qu'on aura dans quelques années en Europe, et du coup qui fait porter sur la supply chain et sur les fournisseurs, les fonctions achats, voilà, des cahiers des charges qui sont quand même très structurels, et on voit déjà les premiers effets de ce mouvement-là. Et puis peut-être pour donner un dernier exemple sur les pouvoirs publics,
Alors, je ne sais pas si vous êtes familier d'un dispositif qui s'appelle SBTI. Aujourd'hui, SBTI, c'est on va dire le standard de première qualité pour des sociétés qui s'engagent dans des feuilles de route bas carbone. Donc, par exemple, Euronext, on a soumis une feuille de route bas carbone, 1,5 degré à SBTI, ils l'ont confirmé, et du coup, c'est un engagement qui est public. Aujourd'hui, le gouvernement américain réfléchit et a commencé à communiquer là-dessus, pour faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de fournisseur du gouvernement qui ne soit pas SBTI. Donc, on voit bien que, en dépit de ce débat qui existe et qui est vrai, et d'ailleurs, il y a des choix qui ont été faits chez ces gérants, et ben, du coup, il y a quand même une transition qui est quand même assez commune. Peut-être là-dessus. Ouais, plus sur un aspect business. C'est une très bonne question, mais c'est difficile d'apporter une réponse simple. Parce qu'il y a beaucoup de paradoxes. On a ce sujet de politisation de l'ESG aux États-Unis qui n'existe pas vraiment en Europe. Mais d'un autre côté, on a l'Inflation Reduction Act qui a presque humilié les tailles de budget réservées en Europe pour les problématiques de transition énergétique. Donc, c'est très difficile d'avoir une approche univoque pour répondre à la question. Si je devais m'aventurer à donner quelques éléments de comparaison, et encore une fois, à la base de mon expérience, c'est que aux États-Unis, le sujet, c'est le business. Aux États-Unis, c'est des opportunités de business que ça devient rentable, bah, ça devient un sujet central. Et c'est ce qui est en train de se passer, que ce soit pour la production d'énergie décarbonée ou pour des industries de remédiation comme la capture du carbone ou autre. Peut-être que là où on a ce que je vous décrivais tout à l'heure, l'approche sobriété, efficacité, substitution, en Europe, une mise en avant un peu plus forte dans l'architecture réglementaire de ces sujets de sobriété et d'efficacité. Aux États-Unis, ça n'a pas l'air d'être à l'ordre du jour. Et philosophiquement, on serait aux États-Unis dans quelque chose plus qu'on utilise en France de négatif, mais techno-solutionniste, avec une espèce d'optimisme sur la capacité de l'homme à régler tous les problèmes par la technologie et à mobiliser des milliards et des milliards pour investir et régler ces problèmes. Ce qu'on n'a pas exactement en Europe. Bonjour, vous m'entendez? Raphaël Weiss, moi je suis avocat dans l'équipe infrastructure énergie et j'ai deux questions en fait. La première, elle concerne le constat. On a beaucoup parlé de la taxonomie, mais il y a aussi un dispositif qui existe en droit français qui est issu de la directive de 2012 et une loi de 2013 qui est l'audit énergétique et qui permet et qui oblige et contraint des entreprises de plus de 250 salariés à réaliser un audit énergétique selon une norme ISO. C'est quelque chose en fait qui concerne les grosses entreprises et c'est plutôt une question pour Amel. Est-ce que dans sa pratique, il voit que ce sont des sujets qui permettent en fait, d'enclencher la réflexion et est-ce que les petites entreprises, elles, vont réaliser des sortes d'audits énergétiques sans y être contraintes? Et le deuxième sujet, il concerne cette fois la nouvelle donne, les solutions, mais c'est un peu aussi la même thématique, c'est la thématique des grosses entreprises versus des petites entreprises. On a vu le recours à énormément de mécanismes de corporate PPA pour des gros industriels qui vont en fait directement se fournir auprès de producteurs. Et est-ce qu'on voit aussi le recours de corporate PPA par plus petites structures qui pourraient conclure ce qu'on appelle des corporate PPA avec des multi-acheteurs, ou est-ce que ça, vous le voyez aussi? Alors, sur la première question, la question des audits énergétiques, pour essayer de répondre en contextualisant un peu, je dirais qu'il faut avoir une approche par secteur, indépendamment de la question réglementaire. Dans les secteurs plutôt industriels, j'ai presque envie de vous dire que l'approche d'audit énergétique est consubstantielle à l'activité. Un directrice de site, dans sa fiche de poste, il a notamment le fait d'être optimal dans la consommation d'énergie. Donc, on peut considérer que c'est dans le métier et dans l'approche. Pour les entreprises où ce n'est pas vraiment que le métier de se préoccuper de l'empreinte et de l'énergie, on a, de mon point de vue, une approche qui en ce moment tient plutôt le haut du pavé, qui est le bilan carbone.
le bilan carbone, donc sponsorisé par l'ADEME, qui part d'une empreinte carbone, mais qui d'une certaine manière rejoint une logique d'audit énergétique, qui ensuite se traduit en plan d'action. Ce bilan de carbone, il a aussi le mérite de pouvoir s'appliquer à une petite entreprise comme à une grande entreprise indifféremment. Le problème, c'est quelle est la contrainte qu'on met sur l'exercice de cet exercice réglementaire. Et là, pour le coup, c'est toujours un peu la même chose. C'est que normalement, les entreprises sont obligées de le faire. Pardon. Elles ne le font pas toutes. Il y a une amende possible, mais elle n'est pas dissuasive. Même si l'amende a augmenté, hein, c'était 1 500 €, je crois maintenant c'est 10 000 €. Mais bon, une entreprise qui fait 100 millions de chiffre d'affaires, si elle ne peut pas faire son bilan carbone, elle ne le fait pas. Et donc, du coup, je retombe sur la dernière partie qui est si à votre niveau d'entreprise, vous ne considérez pas le sujet comme stratégique, ce qui, je pense, est une erreur, vous ne le faites pas. Et peut-être qu'un jour, vous vous retrouvez dans une situation où tout vous tombera dessus d'un coup. Votre client principal ne veut plus acheter chez vous ou autre. Et là, vous vous retrouvez à faire le travail en catastrophe. Sur la question des PPA, sans être un grand spécialiste du sujet, c'est vrai que alors déjà, c'est un sujet neuf. C'est un sujet qui n'est pas hyper développé encore en France. On est à la frontière juridique, dans le sens où on est en train de construire les contrats et de les normaliser. C'est vrai que j'ai vu ça plutôt pour des très grosses entreprises, plutôt dans des entreprises qui ont des besoins énergétiques importants et standardisés. J'ai moins vu ça dans une logique de coopérative de petites entreprises, même si je pense qu'il y a un endroit où il y a peut-être du potentiel, c'est les PPA biométhane. Parce que les PPA biométhane, voilà, on peut avoir plusieurs usages à l'échelle d'une collectivité d'entreprise à un local sur des problématiques, par exemple, de mobilité, de chaudière à des tailles relativement modestes, entre guillemets. Mais encore une fois, le sujet n'est pas super développé par rapport à ce qui se passe, par exemple, en Espagne, où le sujet est plus mûr, je ne sais pas trop pourquoi. Alors, peut-être que deux évolutions vont jouer en la faveur de Soutel. Le premier, qui est l'instabilité des prix d'énergie, qui va inciter de plus en plus les entreprises à hedger sur plusieurs années leur coût d'accès à l'énergie. Et peut-être aussi qu'il y aura un effet indirect de la réforme du marché de l'électricité européen. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais la grande thèse de la France, c'est de généraliser, systématiser les CFD pour les infrastructures de production d'énergie décarbonée. Peut-être que à la faveur en fait de ce travail de réforme du marché de l'électricité, il y aura demain une place un peu plus nette et un peu plus claire pour cette approche d'énergie décarbonée pour bilatérale. Normalement, il a ça marche. Merci beaucoup pour ce qu'on a abordé, parce que c'était riche. J'ai l'impression qu'on pourrait en parler plusieurs jours. On n'aurait pas fait le tour, justement. Et j'ai quelques questions. Les premières, j'avais des questions surtout un peu macro, parce qu'on a dit qu'il y a beaucoup de réglementation, c'est très riche. Même quand on est spécialisé là-dedans, on a l'impression qu'on n'a pas tout vu. Et on a comme une impression, quand on regarde la réglementation, comme quand on discute avec nos clients, qu'il y a beaucoup d'angles morts. Et on parle de ESG, il y a 3 sujets, mais qui sont déjà très grands là-dedans, et est-ce que ça couvre tout? On a du mal on a l'impression que non, mais on a du mal à le percevoir avec précision, de l'impression. Et on parlait donc d'entreprises durables, et on a l'impression que c'est plus large que ça. On parlait tout à l'heure, Camille, des saumons, et ça me faisait penser à ça, parce que on voit ça comme, on va dire, dans le sens de l'évolution nécessaire, mais on sait aussi que ça pose énormément de problèmes
environnementaux et la pisciculture en général. On le voit en Norvège, on le voit aussi avec les immenses piscicultures qui se développent, mais qui se développent en Chine ou en mer de Chine et dans la région d'Asie du Sud-Est plus généralement. Et ça répond à plein de sujets, mais ça en pose plein d'autres en conséquence. Et donc, on a cette impression, nos entreprises pérennes et durables, qu'est-ce que ça coûte? Ça coûte l'énergie, ça coûte l'environnement, le social, et ça impose des questions de gouvernance, mais on a ce sentiment d'angle mort qui, je pense, génère, et c'est une question sur votre sentiment à ce niveau-là, de l'inaction également, parce que on disait par où commencer, donc faire un bilan carbone, faire ça, mais on est sur une partie de tout ça. Alors, encore une fois, très difficile d'avoir une réponse complète et synthétique, mais pour essayer de rentrer dans le sujet dans l'ordre. Aujourd'hui, on a un problème physique et on a l'émergence de sujets culturels associés. Sur l'approche physique, qui correspond à environnement, réduction de l'empreinte carbone et le E de l'ESG, le sujet il est standardisé dans le sens où on a des objectifs de réduction et si vous ramenez la problématique à l'échelle de l'entreprise, en fait, c'est pas non plus le bout du monde parce que vous avez des postes d'émission. Donc, vous pouvez très vite voir où se trouvent vos problèmes, que ce soit dans l'énergie que vous utilisez pour produire les produits et les services que vous vendez, que ce soit dans la mobilité des transports de vos employés ou de vos produits, ou que ce soit dans la supply chain ou dans le produit que vous vendez. Donc, vous allez assez vite avoir à répondre, si le travail il est bien fait, à des questions très claires. Est-ce que je dois remplacer par des panneaux solaires? Est-ce que je dois encourager le télétravail? Est-ce que je dois arrêter de vendre ce produit que je vends? Donc, de ce point de vue-là, si normalement on fait les choses dans l'ordre, on arrive à se poser les questions. Peut-être on n'a pas envie de répondre aux questions, mais en tout cas, les questions, elles arrivent. Après, à côté de ça, on a un sujet qui relève de la responsabilité de l'entreprise dans ce nouveau contexte de transition, où on va intégrer plus largement des sujets S et G, et peut-être pas toujours le même niveau par rapport à cette urgence environnementale. Et quand on pose tout en même temps, on peut en fait se perdre et avoir cette impression que finalement, on ne sait pas par quel bout prendre le sujet. Oui, tout à fait. Et puis, non, la problématique que vous levez qui est très juste, c'est celle de la complexité du sujet. Donc, c'est pour ça que je trouve que la notion de matérialité, elle est intéressante, parce que finalement, elle incite la société à se concentrer sur ce qui est matériel pour elle, pour son business, pour sa solution spécifique, et ne pas essayer de couvrir l'ensemble des champs, c'est bien trop large, et puis parfois, ça n'a aucun sens qui peut être couvert. Donc, finalement, dans une logique de bon sens. C'est pas toujours évident, mais on en a peut-être deux exemples, un business financier, puis un qui est lié à un exemple que nous, on a vécu chez Euronext pour aller dans le sens et montrer la complexité du sujet. Alors, nous, dans le cadre de notre feuille de route bas carbone, on a pris des engagements sur la réduction des émissions liées au voyage d'affaires. Donc, on a mis en place une politique de déplacement durable, soutenable, et on a introduit à partir de cette année des budgets carbone pour le voyage. Donc, on a au début avec une pente qui va normalement qui va nous aider de suivre là où on en est, et puis si on délivre effectivement les objectifs qu'on s'est imposés. Nous, on a la chance d'être sur ce sujet très européen. Il n'empêche que la consigne de faire Paris Milan en train est difficilement compatible avec le S de l'ESG, à savoir voir sa famille le soir quand on rentre, avoir un équilibre vie pro, vie perso satisfaisant. Donc, et d'ailleurs, c'est la première chose que les salariés nous ont fait remarquer quand on a introduit ce dispositif. Donc, on voit bien, évidemment, que si c'était simple, on aurait tous réglé le problème depuis longtemps. On voit bien qu'on prend une logique de bon sens. Peut-être que du coup, quand il partira, on sera moins souvent et plus longtemps. Voilà, je dis des banalités, mais c'est aujourd'hui le quotidien des sociétés qui s'engagent dans ce fait de route bas carbone. Ça ressemble à ça, les discussions qu'on peut avoir en interne. Et peut-être du coup, pour prendre un sujet plus business,
Du coup, si on revient sur la logique financement de la transition et une des limites de la taxonomie, par exemple, il y a des volets entiers de l'économie, par exemple la production de voitures, qui ne tombent pas dans le champ de la taxonomie. Je veux dire, c'est quand même voilà, ça se discute, parce que du coup, c'est considéré comme une activité durable au sens de la taxonomie. Donc, on voit bien que le système n'est pas parfait, parce que c'est une complexité infinie. Et du coup, dans ça, il faut naviguer. Et la matérialité doit être l'aiguille de force. Ce n'est pas parce que les fabricants de voitures ne sont aujourd'hui pas dans le champ de la taxonomie qu'ils ne peuvent pas se saisir des sujets qui sont structurels pour la pérennité de leur business model sur ces considérations-là. Mais bon, c'est pas toujours évident. Merci. Une autre question? Oui, bonjour, j'ai une question. Donc, je m'appelle Céline Meunier, je travaille pour une société qui s'appelle Enaris, donc spécialisée en efficacité énergétique et puis énergie renouvelable. Et du coup, pour la partie efficacité énergétique, parce que tout à l'heure, Camille, vous avez parlé des pompes à chaleur. Donc, nous, justement, on est de l'autre côté, on vend des pompes à chaleur. Donc, concrètement, j'aimerais savoir comment on peut faire pour former nos équipes à cette question de la taxonomie. Est-ce qu'il existe des formations par des organismes précis ou des choses, parce que c'est assez vague pour nos équipes. Moi, je suis juriste, donc j'aimerais pouvoir expliquer à mes équipes ce que c'est, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez jargonnant, et donc c'est une vraie problématique aujourd'hui de parler de la taxonomie avec l'équipe achat, par exemple. C'est un très bon point, vous avez tout à fait raison quand on parle d'opportunités. Si vous arrivez pour vendre votre produit dans l'appel d'offres et vous expliquez que vous êtes aligné à la taxonomie, alors là, franchement, aujourd'hui, c'est personne, non, mais je rigole pas. Du coup, les gens des buildings, vous leur facilitez la tâche, et du coup, je suis persuadée que ça sera un critère de choix. Donc, du coup, je pense que c'est intelligent pour des prestataires de ce type de solution de montrer en quoi de prêcher le travail, parce que sur ces sujets-là. Donc, alors, malheureusement, il n'y a pas complètement de shortcut. Il faut, en tout cas, peut-être une vision différente. Il faut regarder dans les textes de la taxonomie, ce que, par exemple, aux pompes à chaleur, et puis après, vous verrez, l'ensemble des critères sont déclinés. Alors, pour des spécialistes comme vous, finalement, c'est pas très dur. Là où c'est dur, c'est pour les gens des buildings. Déjà, ils ont peur en ouvrant le document. Voilà, et puis, du coup, ils ont ce sujet-là et plein d'autres. Alors que vous avez, si vous saisissez ce sujet, la possibilité, finalement, assez facilement d'en faire une force différenciante. Mais donc, vraiment, je vous engage vers ça, parce que moi, pour voir les donneurs d'ordre, ils ont besoin qu'on les aide. Hein. Non, mais je suis absolument d'accord sur l'argument commercial et le fait de prémâcher le travail, de faciliter, parce que en fait, l'investissement en temps qu'on fait sur ce texte avec une ambition commerciale n'est pas un investissement perdu. Pour reprendre cette idée, parce que moi, vraiment, ça m'a marqué. Moi, avant, je m'occupais des introductions en bourse, donc je découvre le SG jour après jour. C'est un sujet qui est passionnant. Quand j'ai vu le travail d'analyse que les gens qui gèrent nos bureaux ont dû faire sur la pompe à chaleur, waouh! Franchement, ils ont fait ça de façon remarquable et très structurée, mais j'ai halluciné. Donc vraiment, si c'est mis en avant, d'ailleurs, ça aiderait les sociétés à se poser la question, parce que du coup, nous, on s'en est rendu compte cette année. Justement, c'est fait pour l'éligibilité à l'aliment, pour que progressivement les sociétés le prennent de plus en plus en compte. Donc c'est bien, c'est vertueux. Mais voilà, des pompes à chaleur, on ne les change pas non plus tous les jours. Donc, si on le voyait de première vue dans les appels d'offres, on se demanderait, mais les autres, du coup, pourquoi, comment? Et puis, du coup, les gens se poseraient la question, ça devrait être un critère de choix. Merci. Question. Je ne vais pas prendre trop de temps. J'avais juste une remarque, c'est toujours sur la question un peu des angles morts, mais on voit que les entreprises travaillent à être pérennes dans la projection de la problématique d'émission qui est projetée par le GIEC avec des horizons longs. Là où, comme Amel vous l'aviez dit, on sait qu'on est déjà dans un état d'instabilité avec des conséquences directes, immédiates pour les entreprises.
J'ai le sentiment qu'il y a une sorte de, on va dire, comme si les règles, ou en tout cas les réactions, les moyens qui étaient donnés aux entreprises, les moyens que les entreprises se donnaient ne permettaient pas de répondre à l'immédiateté du problème auquel elles sont confrontées, face auquel elles ont souvent cette idée que c'est à venir et pas là aujourd'hui. J'ai un exemple moi, qui m'avait marqué il y a une dizaine d'années, où après un premier feu qu'il y avait eu à New York, il y a un certain nombre d'entreprises, souvent du secteur financier, qui ont migré au nord de l'État de New York, des Manhattan, pour ces raisons précises de problématiques immédiates qui affectaient leurs locaux. C'est des sujets sur lesquels beaucoup d'entreprises ont compris le problème peut-être cet été, avec, on parlait du nucléaire et de la nécessité d'eau fraîche pour répondre, refroidir les réacteurs. Il y a plein d'autres sujets à ce niveau-là. On a l'impression que à la fois les réglementations et les réactions des entreprises, peut-être là où je ne sais pas si j'ai raison, sont toujours sur le long terme et n'ont pas forcément les moyens ou constatent et agissent pour répondre aux problèmes immédiats du dérèglement qu'on vit déjà. Ça, c'est un constat qu'on va faire et qui sera confirmé avec plus ou moins d'intensité, ouais. Mais j'exclus pas que dans les prochaines années, on va avoir à gérer aussi des dégâts, en fait, parce que des actions n'ont pas été planifiées au bon moment, qu'on ne voit pas encore aujourd'hui quand ça va arriver, et d'une certaine manière, le problème est programmé et va finir par arriver. Il va y avoir de la casse. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il va y avoir de la casse et qu'il va falloir organiser cette casse par des structures de défaisance, par des structures d'assurance. Je suis désolé, j'ai la voix qui est en train de partir. Et parallèlement à ça, un autre angle qui rend optimiste, c'est l'entrée progressive dans le monde du travail, que ce soit une entrée premier job ou par des reconversions professionnelles de cohortes en fait, de professionnels qui veulent travailler dans un secteur de près ou de loin ou avoir une fonction dans l'entreprise qui de près ou de loin a un impact sur cette problématique de stratégie climat. Je parlais d'ailleurs tout à l'heure, Maurice, disant demain on va avoir un spécialiste. En fait, ça existe déjà. Les startups qui sont très fortes en branding appellent ça le Chief Climate Officer, mais c'est aussi directrice ESG et autres. Et je pense qu'il y a un engagement qui est en train d'apparaître aujourd'hui, dont les effets se matérialiseront dans le temps. C'est comme quand on est au début d'une courbe exponentielle, au début de la courbe, on ne voit pas trop quelle une forme exponentielle jusqu'à ce que ça se mette à monter très vite. Et du coup, ça a plutôt tendance à me rendre optimiste sur le fait qu'il va y avoir de plus en plus de monde pour travailler, de plus en plus de bras, littéralement, pour travailler sur ces problèmes critiques. D'autres questions, observations? Je vérifie juste une seconde. Pas de questions dans le chat, je crois. Pardon, allez-y. Merci. Moi, j'avais une dernière question. Là, on a parlé donc des entreprises. Tout à l'heure, Boris, vous parliez de l'appel de la rue. Et l'appel de la rue, il peut marcher dans les deux sens. Ça peut pousser dans le sens de l'environnement, ça peut aussi ralentir. On est dans un pays où, quand on est passé à 80 km/h sur les nationales et on a mis une taxe sur le diesel, ça a entraîné le mouvement des gilets jaunes. On voit que la réglementation est extrêmement complexe. C'est pas même vous nous dites que pour cette pompe à chaleur, c'est très compliqué. Et je comprends tout à fait. C'est comme toute nouvelle réglementation, il faut apprendre à la mettre en avant. Mais pour les individus, je pense que c'est totalement illisible.
Il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises d'aide à l'acquisition de travaux énergétiques, plein de choses, mais ça reste quand même assez largement, à mon humble avis, illisible. En fait, j'ai un peu l'impression que ce qui manque, c'est justement, il y a des initiatives très intéressantes, des initiatives globales qui sont très intéressantes, des initiatives très locales qui sont également intéressantes, mais en fait, ce qui manque, c'est un peu un accord général de la population. Vous disiez, je crois, Ahmed, que c'est d'adhésion, exactement, de vision globale. En fait, tout le monde est d'accord, mais lorsqu'il s'agit d'accepter les contraintes, est-ce que les gens sont toujours aussi d'accord? Vaste question, et c'est vrai qu'il y a des biais très culturels. On voit dans les pays nordiques, beaucoup d'individus ne prennent plus l'avion, ou souhaitent éviter l'avion, alors que dans les pays où voilà, c'est quand même un peu plus épisodique, et voilà, donc les consciences, la façon dont les personnes se situent, c'est quand même assez variable. Après, peut-être pour finir sur une touche d'optimisme, depuis l'été dernier, et peut-être que certains d'entre vous ont déjà fait l'expérience, une autre réglementation, donc c'était le Quick Fix de MiFID, fait que lorsque vous remplissez votre profil d'investissement, vous savez, quand vous répondez à des questions, je pense au RAMA par exemple, pour savoir est-ce que vous êtes avancé, pas avancé, votre profil de risque, etc. Il y a une question qui est apparue maintenant, qui est votre profil de durabilité. Votre intérêt, donc vous verrez si vous ne l'avez pas encore répondu. Moi, j'y ai répondu il n'y a pas longtemps, ça m'a amusé de l'avoir apparaître. Il y a une question sur votre appétence sur la durabilité des investissements qui vont être faits. Et c'est une question, alors je ne sais pas si c'est une vie ou une erreur, mais adossée à la notion de rentabilité. Et vous imaginez bien que la plupart des gens cochent oui, ce qui, mécaniquement, va influencer le type de produit dans lequel votre gestionnaire va investir votre compte. Est-ce qu'il va renforcer, à aider à la transition. Donc, est-ce que si on avait mis une question du type est-ce que vous êtes prêt à durabilité si vous perdez, je pense, 0,5%, 0,6% de rendement, ça aurait été intéressant de voir si les résultats auraient été différents, sûrement. Mais en attendant, il n'y a pas. Et pour l'instant, les premiers retours sont très positifs sur les Français. En tout cas, on parle de nous avec les Gilets jaunes sur la appétence pour financer la transition. Voilà. Pour finir positivement, après, voilà, le vaste sujet. Ouais. Questions, observations. Juste pour conclure, moi, je voudrais dire que effectivement c'était très riche. Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on aurait pu rentrer plus dans le détail. On se rend compte quand même que même avec ces moins 5% d'entreprises européennes qui ont engagé une feuille de route à la transition pour être conforme à des textes qui vont leur être imposés très prochainement, c'est très peu, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un chantier immense. Je pense que cette superposition de réglementation est aussi un sujet, parce que ce millefeuille dont on a l'habitude rend les choses moins lisibles, mais qu'on peut le décrypter. Il y a vraiment des nouveaux rôles qui se créent, et je pense que ça, c'est aussi un sujet d'opportunité pour nous, conseils, avocats, mais aussi pour les personnes qui veulent s'impliquer dans les entreprises et prendre ces nouvelles fonctions passionnantes. Il y a aussi des nouveaux produits financiers, on a dit, bon moyens de financement. Bref, aujourd'hui, on voulait partager un peu plus les bonnes pratiques, les moyens, en partant depuis le COMEX, depuis la direction générale, jusqu'aux équipes, à mettre en place de manière transverse pour justement s'approprier ces sujets et rendre les entreprises durables et en tout cas moins énergivores. J'espère que ça a répondu à votre demande, vous qui étiez en ligne, qui étiez dans la salle. En tout cas, un grand merci à Ahmed, à Camille et à vous tous. Je pense que chacun d'entre vous sera disponible s'il y a des besoins en formation, en stratégie, des besoins sur l'activité financière ou la cotation. Donc merci encore et très bonne journée. Merci, au revoir. Merci.